j'ai eu l'occasion d'entrer à l'orchestre parce qu'il y avait un orchestre dans le camp. Peut-être faut-il expliquer ce que c'était qu'un orchestre dans un camp. Presque dans tous les camps, il y avait des orchestres. Ça paraît assez aberrant, mais dans tous les camps, il y avait des orchestres. C'était généralement de 5, 6, 8 ou 10 malheureux qui devaient jouer de la musique en plein air, même quand il faisait très froid, et qui devaient jouer des marches pour faire sortir et faire entrer les commandos pour mieux les compter. Et ils sortaient par la grande porte Arbeit macht frei, là, et rentraient par là aussi. Et c'est à ça que servaient les orchestres. Mais moi, j'ai réussi un beau jour, on a demandé des musiciens pour l'orchestre parce que les Polonais avaient été évacués. On avait évacué tous les Polonais, c'était vers la fin, vers le mois de novembre, je pense. Déjà, ça sentait déjà la fin. On entendait déjà un petit peu des tirs, un petit peu très sourds dans le lointain. Et on avait fait évacuer, faire partir tous les Polonais qui étaient dans les camps, parce que les Allemands avaient peur que ces Polonais se seraient mis avec les Russes qui arrivaient, parce que c'était la frontière russe, l'offensive russe devenait de plus en plus forte. Et on a fait partir tous ces Polonais du camp de peur qu'ils allaient collaborer avec les Russes. Ce qui fait qu'à l'orchestre, comme c'était un orchestre de Polonais, on a demandé à refaire un nouvel orchestre et comme on savait, on se doutait que parmi les Juifs, il y avait beaucoup d'amateurs et de gens qui aimaient la musique, on a demandé des musiciens. Et je me suis présenté parce que j'avais appris à jouer du violon quand j'étais petit. Et j'ai dû abandonner à cause de la vie, les travaux, etc. À 16 ans, j'ai abandonné, mais je n'avais plus joué depuis des années. Et je me suis remis un petit peu à travailler. J'ai été accepté à l'orchestre, très bêtement, je ne sais pas comment. J'étais le cancre de l'orchestre. Nous étions environ 60 ou 80 musiciens dans cet orchestre. Nous ne devions pas jouer en plein air comme tous les autres qu'on voit dans les camps, mais on avait le local numéro 24, donc à l'entrée du camp. À gauche, il y avait le bloc numéro 24 qui était plus grand que les autres. Et là, on devait donc jouer nos marches, fenêtres ouvertes même en hiver. On dit quelquefois, mais tu étais à l'orchestre, là tu étais bien, tu étais à ton aise. C'est vrai, dans un certain sens. Il faut voir, la faveur que nous avions, c'était celle de rester assis sur une chaise et de jouer de la musique. Mais on jouait de la musique de 4 heures du matin jusqu'à 10-11 heures du soir, répétition comprise. Et puis par après, on a joué de la musique classique et des variétés, parce que le chef du camp trouvait qu'on jouait très bien, qu'on avait un bon orchestre. Et alors, quelquefois le soir, pour divertir les élites du camp, les SS, nous devions faire jouer des concerts pour eux. Ça, c'était une chose que nous devions faire. Alors évidemment, nous n'avions pas à manger plus que les autres. Nous recevions notre petite soupe et un bout de pain. Mais on faisait moins de travail de manœuvre, moins de travail dur. Ça, c'était la seule faveur. Et à côté de cela, on était, je ne vais pas dire traités comme des anges, mais seulement, on nous faisait moins d'ennuis. Nous avions eu la chance d'avoir un chef d'orchestre et un précepteur, si vous voulez, un régisseur de l'orchestre, qui étaient aussi des prisonniers. Même, je ne sais même pas si c'était de droit commun ou des politiques vraiment, des non-juifs, tous les deux, mais qui avaient de la considération pour nous. Même les SS s'occupaient très peu de nous et laissaient la responsabilité à ces gens-là. C'était en somme des bons capots, si vous voulez, parce qu'il y a eu des mauvais et des bons capots. Et à cause de cela, nous avions une vie un petit peu moins stressante, moins méchante que celle qu'on avait quand on faisait d'autres commandos. Oui. Nous avions même avec nous 2 ou 3 tziganes. Et pendant les moments de pause, parce que nous avions quelques moments de pause de temps en temps, on ne pouvait même pas tout le temps jouer, eh bien, ces tziganes-là, qui étaient 2 ou 3, ils se mettaient à jouer, à improviser entre eux, et pour nous, c'était un régal. Comprends? Oui. Donc, cette vie à l'orchestre, je m'en souviendrai toujours, ça fait partie, une grande partie de mon existence, c'est une chose que je ne peux pas oublier. Quand on jouait de la musique classique, évidemment, on ne pouvait pas jouer de la musique de compositeurs juifs. C'était interdit, il fallait que ce soit des ariens, hein, du Beethoven, du Mozart, du Wagner, tout ça, ça y passait. Et moi, je me souviens encore de l'ouverture
de l'enlèvement au sérail de Mozart. Ça joue encore, je l'entends presque tous les matins quand je me lève, j'ai cette musique dans les oreilles. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Mais quand on jouait le soir dans un local, je ne sais pas lequel, c'était un local où les SS venaient s'asseoir pour nous écouter, eh bien, ces SS, quand on avait fini de jouer, ils nous applaudissaient. C'est un peu bizarre, voir des SS qui applaudissent un orchestre juif dans un camp d'extermination de juifs. C'est un peu curieux, hein? Et pourtant on nous applaudissait. Et à ce propos, si vous avez parlé que je pouvais raconter des anecdotes, je vais vous en raconter une qui est plutôt plus triste qu'autre chose. Un beau jour, je ne sais pas qui avait commandé, qui avait donné cet ordre-là, mais on a, devant les SS, joué un morceau. Nous avions un ténor chez nous, un Italien, qui avait une très belle voix. Et il s'est mis à chanter une chanson juive, qui a été commandée, on ne sait pas par qui, ni comment, c'est très mystérieux. Il a chanté une chanson juive très connue qui s'appelle Yiddish Mem. Donc ça veut dire, en yiddish, ça veut dire une maman juive. Et nous avons joué, je crois à la main levée, comme ça, parce que tout le monde connaissait bien l'air et on a su le jouer. Évidemment, il est question d'une mère là-dedans, d'une mère juive, etc. Combien d'entre nous n'avaient pas perdu leur mère dans des conditions affreuses que nous connaissons depuis déjà la rampe, n'est-ce pas, à l'arrivée, la première sélection. Et quand on jouait ce morceau-là, nous étions évidemment très très émus. Hein, il y en a pas mal qui pleuraient tout en jouant. Et quand nous avons eu fini, ils nous ont applaudi. Nous n'avons jamais pu savoir comment il se faisait qu'on a pu jouer ce morceau juif, alors que la musique juive était tout à fait exclue dans les orchestres. C'était toujours des musiciens ariens que nous devions interpréter. Et on n'avait jamais su. Évidemment, eux, ils jubilaient ou ils applaudissaient. Est-ce qu'on sait pourquoi? Mais ils trouvaient ça très bien, parce que c'est une très jolie chanson, c'est une très très jolie mélodie. Et là encore, je dois dire quelque chose. J'étais donc violoniste et j'étais le plus mauvais de l'orchestre. À un moment donné, le chef du camp trouvait qu'on ne jouait pas assez fort. Il ne voyait ça que comme ça. C'était pas eux, ça, c'était un autre chef, je crois, qui était là vers la fin. Je ne sais plus son nom. Et il fallait éliminer des violons. Parce qu'il fallait les remplacer par des instruments avant, des trompettes ou des cordes et tout ça. Et on m'a dit, écoute, tu seras éliminé, mais à condition que tu apprennes à jouer du corps. Vous voyez ça d'ici, moi, amateur, je ne connaissais à peine le violon. Apprendre le corps, c'est comme si on apprenait à quelqu'un, on disait à quelqu'un, maintenant vous allez faire le Tour de France, alors qu'il n'a jamais vu un vélo de sa vie, par exemple. Hein, c'était une comparaison comme ça. Alors j'étais désespéré, je me voyais déjà passer à la chambre à gaz, puisque j'étais devenu inutile. Et ça, c'était le 16, ou le 15 ou le 16 janvier à peu près, ça s'est passé, de l'année 45 déjà. Je dis, je suis foutu. Alors il y a des copains qui sont venus par solidarité, des gens que je ne connaissais pas, mais qui faisaient partie de l'orchestre. Ils sont venus près de moi, ils m'ont dit, écoute, tu ne dois pas t'en faire, on va essayer de t'apprendre le corps, ou bien tu feras semblant, ou quelque chose. Hein, mais je n'avais pas fort confiance. Alors le lendemain, j'ai dû me présenter, et au lieu du violon, on me met un corps dans les mains. Je devais apprendre à jouer. Et c'est à ce moment-là qu'on a annoncé l'évacuation du camp. C'était le 17, c'était le 16. Ça. Et le lendemain, le 17, on commençait l'évacuation, qui sont le début des marches de la mort ensemble. Hein, là, les SS. Donc, je me croyais sauvé. Je me suis dit, maintenant je suis sauvé, puisque je devais apprendre à jouer le corps et que je ne saurais pas. Maintenant, je ferai comme tout le monde. On va évacuer le camp, c'est la fin, c'est la liberté. On entendait déjà très fortement les bombardements et les avions qui passaient au-dessus. Pour nous, c'était de la musique. Et comme ça, les marches de la mort ont commencé à ce moment-là, le 17. D'abord, ce qui est inexplicable, c'est
l'odeur qu'il y avait dans le camp. Déjà, l'odeur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est. C'est une odeur, et on ne savait pas d'où venait cette odeur. Alors, évidemment, les capots, etc., nous ont directement dit que ça provenait de la cheminée et que on était en train de brûler. Et puis, bon, je pleurais. Là, j'ai commencé à désespérer. Là, c'était vraiment le désespoir. Je pleurais. Et dans mon esprit d'enfant, parce que je peux dire que j'étais vraiment une gamine, je me disais, mais c'est pas possible que je jouerai plus jamais du violon. C'est drôle. C'est drôle de penser ça dans un endroit comme celui-là. Je ne sais pas si... Pourquoi, comment il se fait que j'ai eu cette pensée-là. Mais je l'ai eue. Et au même instant, mais ça c'est quelque chose de tout à fait incroyable, au moment où je pense ça, arrive une jeune fille, une jeune femme très jeune, qui était habillée avec des bottines. Elle avait des bottines, elle avait un foulard sur la tête, et elle vient près de moi, et elle me demande en français, est-ce que c'est vrai que tu joues du violon? Mais alors je me dis, c'est pas possible, c'est quelque chose d'inimaginable. D'où je dis, mais c'est vrai que je joue du violon. Alors elle me dit, et depuis combien de temps? Je dis, depuis 5 ans. Alors elle me dit, oui, tout le monde me dit la même chose. Mais si c'est vrai, tu viens avec moi. Mais je dis, mais il n'en est pas question. Moi, je ne jouerai pas pour les Allemands. Comme ça, une réaction. Et la copine qui est à côté de moi, elle me dit, va. Parce qu'il n'y avait quand même pas de couture à faire. Alors elle me dit, va. Et je suis allée, et c'était une jeune Belge qui était là depuis le 20e transport et qui s'appelait, parce qu'elle est morte après, qui s'appelait Elsa Miller. Et qui m'a enlevé du lot et qui m'a emmené à l'orchestre qui existait déjà. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à l'orchestre. Comme elle était déportée de Belgique, elle savait qu'il y avait un transport qui était arrivé de Belgique. Elle voulait voir s'il y avait des personnes de connaissance qui étaient arrivées. Et en faisant ce trajet, en même temps, elle se dit, si je peux rencontrer des jeunes musiciennes, je pourrais peut-être les emmener à l'orchestre. Et en demandant aux personnes qui étaient là, est-ce qu'il y a des musiciens parmi vous? Quelqu'un lui a sans doute dit, il y a une telle... celle-ci, là, en me désignant, joue du violon. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée près de moi et qu'elle m'a sorti du lot. Ce qui fait que c'est une chance extraordinaire, parce que sinon, je pensais que je ne serais jamais revenue, parce que je ne pouvais rien faire, que j'étais déjà désespérée le premier jour, donc je n'aurais pas résisté plus que très peu de temps. Mais le fait d'avoir été directement engagée dans cet orchestre, et que je n'ai même pas fait la quarantaine, parce que vous imaginez que la quarantaine, c'était le moment, le temps où les femmes mouraient de dysenterie, de typhus, de toutes les maladies. Et celles qui résistaient les 40 jours, c'était déjà des héroïnes. Hein. Tandis que moi, je n'ai pas fait cette quarantaine. C'est-à-dire que j'allais tous les matins à l'orchestre et le soir, j'allais dormir en quarantaine. Je faisais le trajet d'un camp à l'autre. Parce que le camp A, où se trouvait donc l'orchestre, n'était pas dans le camp de quarantaine. Et on m'a donné ce violon, j'ai commencé
à jouer la chaconne de Bach. C'est quelque chose que je n'avais pas le droit de jouer parce que je n'étais pas encore techniquement capable de le faire, mais j'adorais tellement ça que c'est la première chose que j'ai fait. J'ai pris ce violon et j'ai commencé à jouer la chaconne de Bach. Et je dois vous dire que j'ai inondé ce violon de larmes. Je pleurais tellement que... Et les femmes qui étaient là autour de moi pleuraient aussi. Parce qu'il y avait quelques musiciennes qui étaient déjà dans cet orchestre. Il y avait un orchestre d'hommes dans le camp des hommes, mais les femmes, il n'y avait que des femmes. Alors c'était un orchestre, justement, vous posez la question, parce que cet orchestre était composé tellement bizarrement, puisqu'il y avait des violons, des mandolines, guitares, des blocs-flûtes, une flûte traversière, une cymbale et comment est-ce qu'on appelle ça? Un Schlagzeug, une batterie. Batterie. Bon, vous imaginez, c'était un orchestre comme ça qui devait jouer des marches. Parce que la raison pour laquelle il y avait cet orchestre, c'était pour jouer des marches le matin et le soir quand les femmes allaient au travail. Il fallait qu'elles marchent au pas. Elles étaient comptées et recomptées. Et le soir, quand elles rentraient, de nouveau, les marches, elles étaient de nouveau comptées, recomptées. Parce que les appels dans le camp, c'était quelque chose qui devait à tout prix être juste. Hein, parce que s'il y avait un manque, une femme qui manquait, on restait pendant des heures en appel. Hein. La baraque de l'orchestre était divisée en deux parties. Il y avait une partie où on faisait de la musique, l'atelier musical, et l'autre partie qui était notre dortoir. Ah, d'accord. Et nous étions mieux lotis que les autres, puisque on avait des c'était pas des koyas, c'était des petits lits superposés comme il y a probablement dans les casernes, etc. C'était déjà des lits. Chacun avait son petit lit. Ah, pour une personne par étage. Une personne par étage, et à 3 étages. Et il y avait si on peut appeler ça un matelas, avec de la paille ou je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Pas un bon lit, mais on était quand même seul. Comparativement aux autres, oui, bien sûr. Oui. Et, grand privilège aussi, c'est qu'on avait le droit à une douche tous les jours. Alors ça c'était le grand privilège, parce que c'était une des choses les plus importantes dans le camp, c'est de pouvoir se laver. Alors ça fait que toutes ces raisons font que je suis encore là. Il fallait se lever très tôt le matin parce que les instruments et les pupitres devaient être trimballés narfornes, c'est-à-dire à l'endroit où il y avait une petite estrade, si vous voulez, quelque chose de surélevé, et où on se tenait pour jouer. Et donc ces instruments et ces pupitres devaient être menés jusque-là. Et donc ça devait se faire très tôt le matin, puisque je crois qu'il était 3h ou 3h30 du matin quand c'était l'appel. Hein. On devait on devait nous-mêmes marcher en rang au son des cymbales. Il y avait donc une grande fille qui s'appelait Danka, une polonaise, et qui avait des cymbales, et alors elle battait les cymbales, tchoum, 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 et on marchait jusque-là, pas. Et puis alors, on jouait les marches, et quand toutes les femmes étaient passées, celles qui sortaient au travail, on remballait tout, et on revenait au bloc, et là, on se mettait à jouer, à répéter pour un programme de concert. Parce que, alors là, on jouait des choses pour un concert, parce il y avait 2 concerts le dimanche. Un concert
pour les prisonnières. Hein, pour les prisonnières. Celles qui voulaient. Elles n'étaient pas obligées de venir nous écouter, mais si elles voulaient, elles pouvaient venir. Et ça se faisait à la place d'appel Ça se faisait, non, pas sur une place d'appel. Sur une place, je ne me rappelle plus exactement. Il y avait un endroit où on se mettait et on jouait pour celles qui voulaient bien écouter.